Bonjour à tous, alors nous voici ensemble pour une vidéo. Vous êtes territoriaux? Très bien. Les vacances urbaines? Super. Maintenant il faut reprendre, c'est la rentrée. Et la rentrée, c'est pas seulement beaucoup de travail, c'est aussi le moment où on va devoir rattraper toute l'actualité qui s'est déroulée pendant les congés. Pour cela, on a voulu vous faciliter la tâche. Nous, de notre côté, tous les 15 jours, ensemble, VK avec le cabinet Landau Associés, on vous concocte une petite émission vidéo qui s'appelle les 10 minutes juridiques. Et bien, de toutes les émissions de cet été, nous avons extrait les principales informations pour vous présenter maintenant les 30 actus qu'il ne fallait pas louper cet été. Voici ces 30 actus. Projet de loi économie circulaire, il a été adopté en Conseil des ministres mercredi, il passe maintenant au Parlement, mais depuis 10 jours, le débat sur la consigne n'a cessé d'enfler. L'AMF, la DCF, un grand nombre d'acteurs des filières sont inquiets sur le surcoût que ça va entraîner pour, en clair, ce qu'on appelle la poubelle jaune, c'est-à-dire la valorisation matière. Le CITEO et les grands acteurs industriels signalent que si on veut monter à du 90 ou 100% de recyclage, eh bien, c'est plutôt ce qui marche à l'étranger ou en Alsace. Sauf que un rapport interne à CITEO a fuité dans la revue Déchets Info et qui a soulevé un grand nombre de polémiques. Et sur le plastique, en fait, la France comble ce retard sur la directive. Et elle comble ce retard sur la directive applicable au moment où sort une nouvelle directive, la directive du 5 juin, dont voici les références, et qui prévoit des objectifs ambitieux, les bouchons attachés aux bouteilles, des taux de recyclage extrêmement ambitieux, même si beaucoup de personnes disent que cette directive est peut-être un peu trop dure avec les plastiques qui nous ennuient peu, et peut-être un peu trop gentille avec les plastiques qui nous ennuient beaucoup. Ce point est débattu. Tout le monde est en train d'essayer de mettre en œuvre la loi Egalim du 30 octobre 2018, notamment en restauration collective, notamment scolaire. Voici un résumé. Et à peine a-t-on ce résumé que l'on a une annonce par le Premier ministre le 13 juin 2019, comme quoi on va, d'une manière générale, abandonner tous les produits en plastique jetable à compter de l'année prochaine. Un petit coup d'air aussi pour les SATES. Un département peut aider les communes ou les intercommunalités de son territoire, soit en faisant une agence technique départementale, partenariale, soit une aide technique via un service d'aide technique, un SATES. Peu de personnes sont éligibles à l'aide de ces SATES, mais ces personnes publiques, ces communes et intercommunalités sont plus nombreuses qu'autrefois depuis l'entrée en vigueur de ce décret du 14 juin 2019. Sujet plus sombre. L'État se retrouve désormais condamné en matière de pollution atmosphérique. Ce n'est pas totalement nouveau que l'État soit condamné. Le Conseil d'État avait condamné pour non-transposition de directive en ce domaine. Ce qui est nouveau avec ce jugement du tribunal administratif de Montreuil, c'est que l'on a une censure indemnitaire. Les familles peuvent aller voir le juge, si ce jugement est confirmé, et demander indemnisation pour des préjudices bien particuliers néanmoins. La loi Blanquer, le grand sujet c'est évidemment l'instruction obligatoire à 3 ans. Vous allez me dire, oui mais il y a 97,5% des enfants qui sont déjà scolarisés entre 3 ans et 6 ans. Oui mais ce pourcentage décroît. Il décroît au profit d'auto-éducation ou de formules alternatives de garde pour des gens qui ne posent pas de difficultés, mais aussi il décroît en raison de questions religieuses, de sectes qui posent problème. Sauf que ça pose pour les collectivités locales toute une série de problèmes. Est-ce que les écoles maternelles devenues écoles de l'éducation obligatoire vont continuer à gérer aisément les questions de sieste, des moments calmes ou pas? Alors il y a un dispositif dérogatoire qui est prévu par la loi pour permettre l'adaptation donc pour les rythmes de l'enfant, mais qui est très rigide, qui permet une sortie de l'enfant, mais sous la responsabilité des parents, donc c'est pas très souple. Il y a des parties du territoire où tout se passe bien, on continue à faire comme aujourd'hui en maternelle, et d'autres parties où on s'attend à une certaine rigidité. Évidemment, cela veut dire aussi que l'enfant sera scolarisé même s'il n'est pas propre, ce qui soulève quelques inquiétudes, notamment dans le monde des ATSEM. Ce qui pose aussi un problème d'indemnisation des écoles maternelles privées. L'État va compenser les surcoûts de la scolarisation entre écoles publiques de communes voisines, répartition intercommunale des charges scolaires, surtout pour le passage vers le privé, car aujourd'hui, en maternelle privée,
Il n'y a indemnisation par la commune que si la commune a accepté le contrat. Demain, ça sera systématique. L'État compensera cela, mais ne le compensera que à due proportion du surcoût nouveau. Il y a aussi des adaptations. Alors, les adaptations qui sont passées, c'est sur les classes uniques, y compris avec les maternelles, par exemple. L'adaptation provisoire, un peu compliquée, sur la question des jardins d'enfants. En revanche, toujours pas d'adaptation permettant des classes qui seraient avec un certain continuum entre maternelle, élémentaire et collège. Il y a d'autres dispositions qui concernent moins les collectivités territoriales, réforme de la formation des professeurs, ce fameux article 1 avec l'exemplarité des enseignants, mais peut-être aussi des personnels ATSEM, changement des formulaires administratifs qui là concernent un peu plus ces collectivités. Et là, ça sera un choix entre père, mère et autres représentants légaux, en invité parent 1, parent 2. Et évolution sur l'apprentissage et les formations pour les 16-18 ans. Toute une série d'autres dispositions sur les cartes de France qui doivent avoir l'outre-mer, la présence dans les écoles, dans les classes, du drapeau français, drapeau européen, de la devise de la République, etc. Quelques mesures de protection sur la liberté de conscience des élèves dans les écoles, mais aussi aux abords des écoles. Renforcement des règles s'il y a un refus d'inscription scolaire et un plan départemental d'accueil du jeune enfant de soutien à la parentalité. Charge pour le département de s'en occuper. Des volets importants sur l'école inclusive, sur les équipes mobiles médico-sociales et des PIAL, la clôture des assises de l'eau avec toute une série d'annonces, rattrapage avec des plans d'action pour les 500 captages qui aujourd'hui en sont dépourvus de plans d'action, plus d'outils et plus d'expérimentation pour les relations avec le monde agricole, surtout en périmètre de protection des captages, plus de possibilités notamment pour les services des eaux, peut-être aussi pour les services GEMAPiens, avec des possibilités aussi d'agir plus sur le foncier, y compris par un droit de préemption sur les terres agricoles qui sont situées dans les zones de captage, en relation avec les SAFER. Il y a tout un plan national de revitalisation des rivières qui va être prévu pour 2022 avec toute une série de simplification des procédures administratives et un rôle central dans ce domaine du futur Office français de la biodiversité. On va généraliser d'ici à 2025 tous les schémas d'aménagement de gestion des eaux qui pour l'instant manquent sur le territoire national, notamment sur la partie orientale de notre hexagone. Relance des 6 procédures en matière de zonage du pluvial. On va peut-être enfin se lancer dans la reuse, dans la réutilisation des eaux non conventionnelles et usage du levier tarifaire pour limiter la consommation d'eau, par exemple l'été. Les gouvernements ont annoncé une aide de 2600 € par borne, ce qui est bien, et de la possibilité d'une prise en charge des coûts de raccordement au réseau électrique, ce qui est presque mieux puisque ce sont des coûts conséquents. Un texte intéressant sur la simplification en matière de comptabilité publique quand il s'agit de mettre en œuvre des prélèvements bancaires automatiques. Entrepreneurs de spectacles vivants, la réforme annoncée par la loi Société de confiance, SOC, est enfin sortie 3 juillet 2009, ordonnance que voici. Bonne nouvelle pour tous ceux qui sont à la redevance dans les ventes d'ordures ménagères, ce n'est pas une prescription de 2 ans, mais les autres prescriptions, notamment de 4 ans, qui vont trouver à s'appliquer. Arrêt de casse-cive que voici. Les édifices menacés en ruine, un arrêt assez ennuyeux du Conseil d'État, fait que dans les domaines où je pourrais utiliser mes pouvoirs, moi, de police, du maire, de police spéciale, que sont donc l'édifice en ruine, en péril ordinaire ou péril imminent, si je peux utiliser ces pouvoirs de police-là, alors je ne pourrais utiliser que dans des cas assez particuliers mes pouvoirs de police générale à la place. Voici l'arrêt du Conseil d'État en ce sens. Le Conseil d'État a admis pour les installations antérieures à la loi, donc dite royale, le tri mécano-biologique, donc pour l'avenir, a priori pas de TMB, mais pour les installations existantes antérieures à cette loi, le TMB n'est pas illégal en soi. Arrêt du 26 juin que voici. Les juridictions financières sont l'occasion de juger des comptes, des gestions de faits, des comptables patents. Si une commune ou une collectivité territoriale quelconque a une dette à faire valoir à son comptable, parce que son comptable n'a pas assez, par exemple, recouvré de recettes par rapport à ce qui aurait été raisonnable, peut-elle, devant le juge des comptes, demander indemnisation? Oui, mais le procureur financier sera le seul à avoir le monopole des poursuites. Donc la collectivité se retrouvera fort ennuyée. Le Conseil constitutionnel nous dit non, il n'y a pas de droit d'exiger des poursuites de la part des collectivités victimes, à elles d'aller voir le juge ordinaire, ce qui, quand on connaît un petit peu la réalité contentieuse, peut faire sourire. Le projet de loi engagement dans la vie locale et proximité de l'action publique. Le projet de loi engagement et proximité. Il y a plein de choses dans ce texte, regardons-les rapidement ensemble. Sur l'eau et l'assainissement, les communes membres d'une communauté de communes
aurait jusqu'au 31 décembre 2019 pour voter et dire qu'elle refuse l'intercommunalisation de cette compétence. Et cette faculté leur serait ouverte en communauté de communes, même si la communauté exerce une fraction de la compétence. C'est nouveau. Ça serait un correctif à la loi antérieure, donc du 3 août 2018. Il y aurait aussi un régime, objectivement un peu compliqué, un peu lourd, de convention pour gérer la compétence. En matière de tourisme, il y aurait une exfiltration possible de l'intercommunalité pour les communes stations classées. C'était déjà possible, une loi Montagne 2 notamment, mais pour celles qui avaient voté en ce sens avant le 31 décembre 2016. Ça serait possible même maintenant. Et les pouvoirs du maire et la possibilité pour celui-ci d'infliger des astreintes en matière de pouvoir de police seraient étendus en matière d'édifices menaçant ruine, d'établissements recevant du public, de débits de boissons. Et peut-être y aura-t-il des extensions à ces droits et à ces régimes à suivre. Quelques modifications aussi en matière de PLUI, en matière d'urbanisme, en matière de périmètre des EPCI. On nous annonce que il n'y aura plus de renouvellement régulier des schémas départementaux de coopération intercommunale avec des pouvoirs spéciaux donnés au préfet, mais il y aura bien des renouvellements réguliers de la SDCI, sans pouvoirs spéciaux donnés au préfet comme on l'a connu en 2012-2013 et 2015-2016. Oui, très bien, mais ça, c'est déjà l'état du droit à ce jour en réalité. Il y a en revanche de vraies révolutions. Aujourd'hui, il est assez facile pour une commune de partir d'une communauté de communes pour rejoindre un autre PCI, ce qui était propre adjacent. C'est l'article 52.14.26 du CGCT. Ça serait étendu aux agglomérations. Il y aura aussi un régime facilité permettant à des communautés de se scinder en plusieurs morceaux. Il y a quelques réformes très faibles en matière de mutualisation de groupement de commandes. Le contrôle de légalité pourrait se voir demander son avis sur la légalité d'un acte et il serait obligé de s'en tenir à son interprétation. C'est-à-dire que si le préfet vous dit « bah non, il est bien votre acte », il n'aura pas le droit de le déférer ensuite. Mais le préfet aura le droit aussi de ne pas répondre à cette demande. Donc on n'est pas sur une vraie extension en contrôle de légalité du système du rescrit, mais on s'en approche. Des ordonnances seraient prises pour ajuster à l'ère du numérique, les mesures de publicité des actes des collectivités locales. Il y a beaucoup de mesures en matière de statut de l'élu, en matière de remboursement de frais de déplacement, y compris en intercommunalité, etc. Et il y a tout un panel d'éléments sur la gouvernance des intercommunalités, avec un pacte de gouvernance qui serait à mettre à l'ordre du jour dans les 6 premiers mois suivant le début d'une nouvelle mandature, et quelques autres hypothèses aussi, avec des choix à faire entre des conseils des maires, des conférences territorialisées, des élus locaux, etc. Linky, le Conseil d'État a sifflé la fin de la récréation avec 2 arrêts que voici, du 28 juin et du 11 juillet, en disant soit vous agissez au titre de vos compétences et non, bien vous soyez maître d'ouvrage, vous, commune, vous n'avez plus cette compétence puisqu'elle a été intercommunalisée. Voilà. 2, le 11 juillet, si le maire se place sur le terrain de ses pouvoirs de police, ben non, ça ne marche pas parce que c'est un domaine où il y a une police d'État. Donc le maire n'a pas de police générale là-dessus. Les élections municipales, oui, elles auront bien lieu les 15 et 22 mars 2020. Ça y est, c'est enfin officiel et on commence à avoir des rétro-plannings sur le site du ministère de l'Intérieur. La facturation électronique en matière de commande publique, Chorus Pro, a été réformée par le décret que voici, qui pour partie codifie, mais pour partie réforme les procédures en ce domaine. Toujours sur l'environnement, l'Office français de la biodiversité a donné lieu à des lois qui ne sont pas encore promulguées au moment où nous tournons cette vidéo, mais qui sont adoptées et qui entérinent donc cette fusion entre l'Agence française de biodiversité et l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, qui deviennent donc l'Office français de la biodiversité, avec des missions larges, avec des futures structures régionales par convention avec les régions, voire les départements, et toute une série de réformes qui sont vraiment très intéressantes à suivre. Au passage, notons que les zones humides sont redéfinies pour correspondre de nouveau à des critères alternatifs, comme c'était le cas avant l'arrêt du Conseil d'État, que voici. Loi toujours, mais promulguée, la loi du 22 juillet 2019, qui porte sur les fonds baptismaux l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Là, on a une fusée à 3 étages. Cette agence qui est la fusion du commissariat général à l'égalité des territoires avec EPA-CARICA et l'agence du numérique, qui va se retrouver à travailler en réseau un peu fédératif avec l'ANA, l'ANRU, CEREMA et ADEME, et des partenariats forts, notamment avec la Banque des territoires. Ces structures, en réalité, sont déjà à peu près reliées ensemble pour travailler sur les opérations cœur de ville et territoires d'industrie.
Cette structure a vocation à repenser totalement l'ingénierie de l'État, sauf qu'on ne sait pas si ça sera un établissement public, industriel, commercial ou administratif. Il va être financé par les rémunérations de ces prestations, mais aussi par l'État. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est une structure qui va concurrencer les bureaux d'études, mais en étant en réalité financée par les impôts? Est-ce que cette structure, il faudra en réalité, pour de vrai, y faire appel quand on se placera dans des grands dispositifs étatiques ou pas? À voir, à suivre. La loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, dont voici les références. Alors, commençons par ce qu'il n'y a pas dans cette loi. Il n'y a pas dans cette loi de grande définition du rôle de ce qu'est un directeur général des services. Il n'y a pas non plus d'ouverture tous azimuts, comme il avait été espéré par certains et craint par d'autres, de contractuels, notamment pour les postes de direction. Sur tout ceci, posons des questions à Guillaume Glénard. Guillaume, merci d'être avec nous. Alors, Guillaume, que retenir de cette loi en 2 mots? Je dirais que le maître mot, c'est la souplesse. La souplesse au regard des instances professionnelles, et leur avis sera moins requis, notamment pour les CAP qui n'auront pas à être sollicités par exemple avant un avancement ou une mobilité ou une mutation d'office d'intérêt du service. Souplesse également en ce qui concerne le recours contractuel. Certains contrats seront plus faciles à conclure et surtout il y aura un recours accru au CDI pour toute une catégorie d'agents. Alors, merci, mais justement, tu évoques les contractuels. Qu'en est-il justement des recrutements de contractuels dans cette loi? Pour les emplois de direction, assurément, le gouvernement a souhaité que les recrutements de direction emplois fonctionnels soient beaucoup plus faciles. Quand je parle de recrutement direct, c'est des recrutements de contractuels, puisque désormais, dans toutes les collectivités territoriales ou les EPCI à fiscalité propre de moins de 40 000 habitants au moins, il sera possible de procéder à un recrutement direct d'un contractuel sur un emploi fonctionnel. Je crois qu'à côté de ça, il y a un autre type de contrat, les contrats de projet, c'est cela? C'est un contrat qui permet de recruter un contractuel pour effectuer une opération ou réaliser un projet. C'est un contrat qui peut être conclu pour une durée maximale de 6 ans, mais qui peut être interrompu avant l'échéance si jamais le projet est réalisé ou s'il s'avère impossible à réaliser. Bon, une des réformes dont on parle le plus à côté de tout ceci, c'est évidemment ce nouveau sigle, le CST. C'est quoi le CST? Le CST, c'est le Comité social territorial. C'est une nouvelle instance qui va se substituer au comité technique et au CHSCT. Désormais, ce CST traitera en gros des mêmes missions que le comité technique, même s'il y a quand même quelques petites différences, mais surtout, il traitera également des missions qui jusqu'ici incombaient au CHSCT, puisqu'il y aura une formation spéciale qui traitera des questions de sécurité et d'hygiène au travail. Il sera également, et c'est un point important, plus facile de transférer des agents titulaires lorsque la collectivité publique passe par exemple une DSP ou transfère à une régie personnalisée une activité ou à une SPL ou autre. C'est bien cela? L'innovation tient au fait que l'on va pouvoir désormais procéder à un détachement d'office lorsque la collectivité décide d'externaliser un service auprès soit d'un EPIC, soit d'un prestataire privé, que ce soit dans le cadre d'une délégation de service public ou d'un marché public. Ainsi, si l'on a des fonctionnaires qui travaillaient dans le service qui va être externalisé, il sera possible de le détacher d'office, c'est-à-dire même sans son consentement. Eh ben, merci beaucoup Guillaume. Et à suivre, parce que maintenant tout va se jouer par toute une série de décrets d'application qui vont évidemment se télescoper à court terme avec des élections et ensuite avec les élections professionnelles. Les réformes institutionnelles qui ont été présentées au Conseil des ministres le 28 août 2019. Au lendemain de l'élection d'Emmanuel Macron, fin 2017, début 2018, il y a eu des réformes institutionnelles et constitutionnelles qui ont été proposées. Celles-ci furent embarquées par la torpette de l'affaire Benalla et elles reviennent dans la foulée du grand débat national, mais modifiées. Il y a un volet
totalement post-grand débat national sur la participation citoyenne avec un champ élargi du référendum, un nouveau titre dans la Constitution, un référendum d'initiative partagée qui est plus large que dans le droit actuel, le Conseil économique, social et environnemental qui serait remplacé par un Conseil de la participation citoyenne avec un système un peu étrange d'organisation de consultation publique et de citoyens tirés au sort. Il y a un volet qui est territorial, mais là on est dans la même lignée que ce qui était prévu il y a 1 an et demi, c'est-à-dire un volet territorial avec des différenciations par territoire, des chefs de file par territoire et des expérimentations beaucoup plus souples qu'auparavant. Il y a, et c'était un peu moins attendu, une révolution, une mini-révolution sur la justice appliquée aux ministres, sur la dépense du parquet, sur la saisine du Conseil constitutionnel, non plus par 60 députés ou sénateurs, mais par 45. Moins de parlementaires, on s'y attendait, avec moins 25% de parlementaires à l'Assemblée ou au Sénat et 20% de proportionnels à l'Assemblée nationale. Mais est-ce que le Sénat, notamment le Sénat post-élection municipale et post-élection sénatoriale de 2020, sera ouvert à ces réformes? Ça reste incertain. En revanche, tout ce qui touche à la rationalisation interne du fonctionnement des assemblées parlementaires, qui était un peu radical dans le projet d'il y a 1 an et demi, disparaît. Évidemment, qui dit moins de parlementaires et un bout de proportionnel avec 2 bulletins de vote, conduit à un redécoupage des circonscriptions, des changements en matière de communication électorale, etc. Et puis il y a un volet sur le cumul des mandats. Sur le cumul des mandats, on est dans la même lignée que ce qui était envisagé il y a 1 an et demi. C'est-à-dire pas plus de 3 mandats consécutifs à la suite. Une autre actualité a fait débat, c'est celle de l'arrêté d'un maire breton qui avait pris un arrêté anti-pesticides. Le tribunal administratif de Rennes, par cette ordonnance du 27 août 2019, a censuré cet arrêté, il l'a suspendu. D'autres arrêtés ont été pris par des maires ou s'apprêtent à l'être, d'autres jurisprudences seront à venir, avec en toile de fond une question juridique. Est-ce que le maire, par son pouvoir de police générale, peut intervenir dans ce domaine pour lequel il y a un pouvoir de police spécial de l'État? Autre grosse actualité de cet été, la loi dite Gatel du 1er août 2019 sur les communes nouvelles. Cette loi est une loi qui, atténue le passage d'un mandat sur l'autre quant au nombre d'élus. La conférence municipale est rebaptisée conférence du maire et des maires délégués avec quelques ajustements et des pouvoirs de question et d'ordre du jour pour les maires délégués. Il y a des changements lorsqu'il y a des démissions d'élus entre la création de la commune nouvelle et la première réunion du conseil municipal. Il y a une grande nouveauté, c'est la commune-communauté. C'est important. Si une commune nouvelle est créée en lieu et place d'un périmètre d'une communauté de communes, communauté d'agglomération, voire éventuellement, pourquoi pas, d'une communauté urbaine ou métropole, eh bien, il peut être décidé que ce périmètre-là sera commune et communauté. Il n'y aura dans ce cas-là pas d'obligation de se rattacher à une communauté, un EPCI à fiscalité propre existant limitrophe, et la structure pourra avoir les compétences communales et intercommunales. Et puis il y a toute une série d'autres choses dans cette loi, une obligation d'étude financière, un délai de grâce pour certaines normes, une confirmation d'assouplissement en matière de loi SRU, des changements en matière de communes déléguées et de leur suppression, des assouplissements en matière d'ordre du tableau ou de mairie annexe. Sauf que, en même temps, était rendu un arrêt du Conseil d'État, préfet du Morbihan, 24 juillet 2019, qui justement change la donne sur les communes nouvelles et qui revient sur ce qui avait été jugé par toute une série de tribunaux administratifs dans les décisions dont voici les références. Le Conseil d'État estime que quand une commune nouvelle se fait et qu'on choisit que le conseil municipal sera le regroupement de tous les conseillers municipaux en exercice au jour de création de cette commune nouvelle, donc des conseils municipaux des communes historiques, eh bien, si ceux-ci démissionnent, même si la commune historique dépassait 1000 habitants, on n'ira pas chercher chez les suivants de liste pour recomposer le conseil. Ce qui est, comment dire, un arrêt qui est un peu étrange au regard des formulations textuelles et aux conséquences politiques parfois un brin catastrophique. Autre confirmation, c'est sur la collectivité européenne d'Alsace. Celle-ci a été d'une certaine manière fondée par un décret du 27 février 2019. Elle est fondée pour les aspects législatifs de cette création, prévue pour 2021, par une loi du 2 août, dont voici les références. Passons à l'eau potable avec la protection des points d'eau et des captages.
Cet été a été marqué par la diffusion, un brin tardive, d'un rapport du CGEDD qui s'appelle « Protection des points d'eau, évaluation de la mise en œuvre de l'arrêté du 4 mai 2017 ». Ce document est captivant, mais il a donné lieu à d'intenses polémiques cet été. Pourquoi ? Parce que l'on découvre que, à l'occasion de leurs arrêtés, un grand nombre de préfets ont adopté des interprétations beaucoup plus restrictives des territoires et des périmètres à protéger, moins larges, n'incluant pas l'intégralité du chevelu quant au cours d'eau, avec des discontinuités qui, dans certains départements, sont tout à fait frappantes et qui, évidemment, ont mis en émoi aussi bien le monde des défenseurs de l'environnement que celui des services d'eau, soucieux de voir protéger leur périmètre de captage. Environnement toujours, mais en lien avec l'urbanisme, le gouvernement a un objectif très clair de zéro artificialisation nette. Dans ce cadre, cet été, il y a eu une étude sur les moyens d'aboutir à cette zéro artificialisation nette, mais aussi une instruction extrêmement ferme. Du 29 juillet 2019, dont voici les références, il y a une instruction qui est très ferme et qui, là aussi, vise au zéro artificialisation nette nouvelle. La Cour administrative d'appel de Lyon a eu à se prononcer, non pas sur le point de savoir si des mères d'enfants accompagnant les sorties scolaires peuvent être voilées, mais si des mères d'enfants peuvent bénévolement assurer des fonctions d'aide au personnel enseignant, ou ATSEM, pendant le temps scolaire, mais au sein des locaux scolaires, et ce, en étant voilées. La réponse est non, nous dit la Cour administrative d'appel de Lyon, parce que alors ces dames sont des collaboratrices occasionnelles du service public, mais sont assimilables au personnel qui, lui, n'a pas le droit d'être voilé. Interprétation plutôt stricte, donc de la Cour administrative d'appel de Lyon. Ces 30 actualités vous ont été présentées. Maintenant, on se retrouve bientôt pour un format plus classique, vos 10 minutes juridiques, tous les 15 jours. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner juste après, et à bientôt. Au revoir.